Il y a eu des collectivités partout, mais nulle part aussi homogènes qu'en Aragon. La révolution sociale que vit l'Espagne rurale a l'appui de la majorité des paysans. 3 millions d'Espagnols vivent selon les principes du communisme libertaire. Ici, au syndicat, il y avait un tableau noir, immense, et tout travailleur qui avait une plainte l'inscrivait au tableau, et on en discutait en assemblée. On exposait une chose pour l'harmoniser avec les autres, s'ils acceptaient la proposition. S'ils étaient d'accord, bien. S'ils n'étaient pas d'accord, alors on passait à autre chose. Mais toujours à partir de la base. Nous ne nous régissions pas parce que le comité régional l'ordonnait. Parce que bien sûr, chaque village a sa culture, et par conséquent ses coutumes. Ici, dans la province de Valence, nous n'avons pas les mêmes coutumes que les Andalous. Elles sont différentes. Avec l'occupation des terres et une répartition plus rationnelle du travail, la production augmente. La gestion collective des bénéfices permet la construction d'hôpitaux, d'écoles, de canaux d'irrigation, de fermes et de centres d'expérimentation agricole. En plus du groupe scolaire Francisco Ferrer, où il y avait 18 professeurs, du verger et du potager du couvent et des frères, on a créé une zone agricole expérimentale. On a planté des vignobles, des oliveraies. Avec les vieux oliviers improductifs, on faisait du charbon. Une transformation s'est opérée et la collectivité a bien prospéré. On a décidé d'acheter 2 tracteurs. Et 2 tracteurs à Calanda, sans arrêter de travailler, ça en abat. Non seulement on a remplacé les 350 hommes partis au front, mais ça nous a permis, et c'est la stricte vérité, ça nous a permis qu'aucune terre cultivée à cette date ne reste en jachère. Toutes ont été cultivées. Como aquel que cada otorga, y aunque la ignorancia es sorda, pude levantar la voz más fuerte que los ladrillos de los perros consentidos y que la voz del pato. La révolution que vit l'Espagne ne passe pas inaperçue aux visiteurs. George Orwell, engagé volontaire dans une colonne du POUM, décrit ses impressions en arrivant à Barcelone. C'était la première fois que je me retrouvais dans une ville dirigée par la classe ouvrière. Les anarchistes exerçaient virtuellement le contrôle de la Catalogne et la révolution était en plein essor. Les attitudes de type servile avaient disparu. Personne ne disait « monsieur » ou « vous ». Tout le monde s'appelait camarade et se tutoyait et disait « salut » au lieu de « bonjour ». Barcelone est le centre névralgique de la révolution en Espagne urbaine. Avec la CNT et la FAI à la tête du comité des milices antifascistes, la Catalogne vit l'une des transformations les plus radicales de son histoire qui affectent tous les aspects de la vie politique, sociale et économique. 80% des entreprises sont collectivisées et tous les services sont autogérés par les travailleurs eux-mêmes. Ces changements sont légalisés par la Généralité en octobre 1936. Il n'y a eu aucun problème quant à qui dirigerait et qui serait dirigé, car déjà formé syndicalement par la CNT, il y avait des valeurs établies, des personnes qui avaient fait montre de responsabilité et de savoir-faire. J'ai été nommé à la collectivité du Grand Métro. Et une fois là, lors d'une réunion générale des transports, on m'a nommé secrétaire. J'étais maçon, je connaissais peu les transports, mais on se mettait vite au courant. Les circonstances nous y obligeaient.
On a organisé une commission qui s'appelait Administration et contrôle de la propriété urbaine, composée de 3 personnes de la Généralité, 3 de la CNT et 3 de l'UGT. J'étais l'un des 3 de la CNT. La propriété n'a pas été abolie, mais réquisitionnée. Les propriétaires avaient le droit d'administrer leur ferme et avaient le droit de faire partie de l'administration de cette commission. Les anarchistes pouvaient se rendre maîtres de Barcelone et de la Catalogne. Ils n'ont pas voulu le faire. Alors nous avons collaboré les uns avec les autres, et comme nous étions plus forts sur la question de l'enseignement, on est venu chercher un des nôtres, le professeur Puig Elias. Il s'est occupé de rédiger avec d'autres, mais toujours sous sa direction, la constitution du CNU. Le Conseil de l'école nouvelle unifiée naît avec pour objectif de promouvoir une école unique, gratuite et laïque en langue catalane. La Révolution crée aussi des services d'assistance et de prévoyance, inexistants jusqu'alors, qui couvrent gratuitement les dépenses de santé, les arrêts de travail temporaires, l'invalidité et la retraite. On lutte contre le chômage en augmentant les postes de travail ou en engageant de nouveaux employés, bien que ce ne soit pas nécessaire, pour partager le travail entre tous. Les petites entreprises et les ateliers se regroupent, les compagnies d'électricité se réunissent, le canevas est complexe mais implique tout le monde. Nous nous sentions intégrés et bien sûr, cela nous conférait un rôle et une responsabilité que nous assumions avec grand plaisir. Dans les assemblées, on ne discutait pas pour savoir ce que toi tu seras ou moi je serai, mais comment améliorer la production, comment mieux organiser le travail, comment supprimer des intermédiaires entre 2 actions. Parce qu'une usine, c'est complexe. Tu dois être conscient que tu travailles pour toi. Alors, comme tu n'entretiens pas un patron, tu travailles avec plus de désir. Elizalde, Ford, General Motors, Cross, Pirelli ou Canrirona, avec une rapidité stupéfiante, les travailleurs reconvertissent en à peine 7 semaines des entreprises civiles en usines d'armement. Cette transformation permettra à l'armée républicaine de survivre. Chaque militant se considérait, tel Don Quichotte, comme un défenseur de cette utopie, de cette façon d'agir et de se conduire en société selon une éthique, sans avoir besoin d'être surveillé. L'autogestion est une discipline encore valable de nos jours, car elle a fait ses preuves à ce moment-là. Bien sûr, il y a celui qui est cultivé et celui qui l'est moins, l'imbécile et l'intelligent. Mais tous ont quelque chose. Tout être humain a quelque chose à apporter. Presque tout le monde dit que c'est une utopie. C'est l'unique chose qui pourrait sauver le monde, l'anarchie. C'est ce qu'il y a de plus beau. Chacun travaille pour tout le monde, ni maître, ni patron. Chacun fait ce qu'il a en tête, car tout le monde a quelque chose à l'intérieur. Peu à peu, la réalité de la guerre oblige les anarchistes à collaborer aux tâches du gouvernement. Quand le comité des milices antifascistes s'est arrêté au bout de 2 mois, la période révolutionnaire en Catalogne a duré 2 mois, de juillet à septembre, il y a eu un nouveau cabinet. On a nommé des conseillers et c'est la Généralité qui a à nouveau pris le pouvoir avec ses conseillers. 4 anarchistes entrent au gouvernement de la République en tant que ministres. Parmi eux, Juan García Oliver et Federica Montseny, qui devient malgré elle la première femme à accéder à un poste de ministre en Europe. Elle était contre et en contradiction avec elle-même, et cela lui coûtait. Quand les camarades la critiquaient, cela me désespérait. Les jeunesses libertaires ont été les premières à se rebeller contre l'attitude collaborationniste de la CNT. De plus, toute une bureaucratie était en train de s'installer. Ce n'était pas très bien. Avec la plupart des hommes au front, ce sont les femmes qui occupent les postes de travail. Elles ont alors l'occasion de faire leur propre révolution.
Une fois les hommes partis au front, elles ont occupé les postes qu'ils avaient laissés vacants à la production. Peut-être que ça les a réveillées. Elles se sont senties plus libres. Parmi les camarades que je connaissais, l'une était à la fabrique d'espadrilles et c'était elle qui dirigeait tout. L'autre à l'usine de sucre, alors qu'avant c'était des emplois qu'avaient toujours occupés des hommes. Nous n'avons pas donné à la femme l'importance que nous aurions dû lui donner. Dans les assemblées de la CNT, c'est tout juste si on y voyait 3 femmes. La femme était au foyer. Les hommes se croyaient tous les droits. Nous voulions préparer la femme pour qu'elle sache utiliser ses droits vis-à-vis de ses enfants, de son foyer, de son mari et de sa propre vie. Femme libre naît de mouvements locaux et devient l'une des organisations féministes les plus importantes de l'époque. Suceso Portales à Guadalajara et Concha Liaño à Barcelone en sont 2 des principales instigatrices. Nous étions différentes des mouvements bourgeois de libération féminine, car nous nous rendions compte que, par leur préparation, elles luttaient pour se mettre en compétition avec les hommes, afin d'occuper les charges assumées par des hommes. Mais nous dirigions la femme prolétaire, l'ouvrière, celle qui n'a pas d'instruction. Qu'elle sorte de cette servitude, qu'elle sorte de cette soumission au travail, au foyer, qu'elle se considère en personne adulte. Et c'est là-dessus que nous avons dû le plus insister, en créant des écoles où la femme puisse apprendre, pas seulement à lire et à écrire, mais je ne sais à combien de centaines de milliers de femmes nous avons appris à lire et à écrire. Dès que nous formions un groupe, la première chose que nous faisions était une école. Nous leur faisions des cours d'éducation sexuelle. Nous avions des cours spécifiques et des femmes qui enseignaient et allaient même dans les hôpitaux faire des stages. Nous avons fait une série de brochures à ce sujet et sur la relation homme-femme que nous avons envoyée au front. Nous avons fait des milliers et des milliers de petites brochures. Les anarchistes instaurent des changements sociaux uniques en Europe. García Oliver, ministre de la Justice, est le premier à édicter en Espagne une loi pour l'égalité des droits de l'homme et de la femme. Federica Montseny, ministre de la Santé, promulgue la loi sur l'avortement qui n'est approuvée qu'en Catalogne. La loi sur l'avortement a été promulguée d'abord en Catalogne et a été aussitôt mise en pratique. À l'hôpital Clínico, on faisait des avortements. Cela nous semblait très bien de supprimer une maternité qui n'était pas désirée. Ça nous paraissait logique. Mais il y a eu un rejet énorme de la part des médecins. La maternité consciente ne peut s'acquérir qu'à travers les connaissances. Si ces femmes n'avaient jamais lu, on ne pouvait pas leur demander une maternité consciente. Ni aux hommes, même pas aux hommes. Ni siquiera a los hombres.